RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis à 13h sur RCN 90.7. Et aujourd'hui dans Dialectique, on va vous envoyer en l'air sans blague grivoise. On va essayer de toucher les étoiles, de toucher un peu le ciel et de rêver un peu tout en poésie avec un homme que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle Emmanuel Fournier. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lionel. Alors, je vais dire tout de suite aux auditeurs, on se connaît personnellement, donc je t'appelle Manu et je te tutoie pour que les auditeurs ne soient pas surpris. Alors mon cher Manu, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors Emmanuel Fournier, j'ai 47 ans, donc je suis marié, 2 enfants. Je suis donc pilote de chasse à la retraite depuis maintenant à peu près 18 mois. J'ai rencontré Lionel, donc je me permets de le tutoyer aussi, lors de notre donc formation à l'ICN Business School. On a suivi un EMBA ensemble. Et je suis également donc président d'une association, donc association de planeurs Grand Nancy, une association qui se trouve sur le plateau de Malzéville, où on fait, vous venez de l'entendre, du planeur. Alors on va développer tout ça tout au long de l'émission. On va parler de ta passion et aussi de l'association, de ce qu'elle fait concrètement. Tout d'abord, comment est venue cette passion ? Est-ce que si on se replonge un peu plus tôt, le petit Emmanuel aimait déjà lever la tête vers le ciel et admirer ce qui s'y passait ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mon père était mécanicien dans l'armée de l'air. Et donc, c'était donc il y a maintenant 44 ans ou 43 ans. Nous sommes allés à un meeting, donc sur la base de Nancy-Ochet, qui existe toujours. J'ai vu un avion et j'ai dit, moi, je ferai ça. Voilà, donc j'ai eu la chance, parce que c'est quand même ça, j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à réaliser mon rêve. Et puis je suis maintenant revenu un petit peu les pieds sur terre. Alors comment ça s'est passé tes premiers pas dans l'aviation, dans l'armée? Est-ce qu'il y a eu des facteurs facilitants? Est-ce qu'il y a eu des contraintes? Alors, le premier pas, donc je te dirais que la première fois, donc le premier baptême de l'air, je devais avoir 7-8 ans, je suis monté dans un petit avion, comme ça se fait assez souvent. Les avions qu'on peut trouver à essai, par exemple. Et découverte, j'étais pas... Enfin, ne voyant pas grand-chose de ce qui se passait à l'extérieur, parce que quand t'es gamin, t'es au fond du siège, tu comprends pas tout à fait ce qui se passe. Et j'ai réellement réalisé que c'était ma voie, même si j'en étais déjà persuadé. À l'âge de 14 ans, j'ai fait un baptême de l'air en planeur. Et là, tu te retrouves dans la peau d'un oiseau. Donc c'est exactement ça. Alors si on va plus loin, on pourra peut-être le développer, dans la peau d'un rapace, d'un aigle, enfin tout ce que tu veux. Mais là on est en plein dedans. On est connecté avec la nature. On décolle, alors un petit peu d'essence pour décoller, puis ensuite on peut faire des heures de vol, comme les oiseaux, aller les côtoyer. Et ça m'intéresse. Tu dis, on se retrouve dans la peau d'un oiseau, justement. Quel oiseau se rapproche le plus, on va dire, d'un vol en planeur ? Alors quel oiseau aussi, c'est le rapace. C'est alors les rapaces en général. On va dire les aigles. Aigle royal est un grand voyageur, donc plutôt l'aigle royal, qui peut se déplacer de centaines de kilomètres dans la journée, revenir le soir dans son nid pour nourrir les petits. Et aujourd'hui, tu développes cette passion à travers ton association dont on va parler. Ouais. Quand on parle de planeur, on parle de vol, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, comme notion ? Alors, je vais essayer de rester... On va différencier l'association du planeur en lui-même. La notion de planeur, c'est la liberté, tout simplement. Pour moi, on se retrouve vraiment seul face à la nature, comme le serait un rapace, à déjà essayer de rester en l'air. Et puis une fois qu'on a essayé de rester en l'air, on peut se déplacer parfois, on y reviendra peut-être, de 300, 400, plus de 500 km dans la journée, et revenir se poser le soir. Et durant ce laps de temps, donc de l'après-midi, on fait ce qu'on veut. Donc on est vraiment en liberté totale. Et comment vaincre sa peur? S'il y a des personnes qui disent forcément ça nous donne envie, on a tous, je pense, en tout cas majoritairement, les gens quand on parle de ça, ils disent oui, moi c'est mon rêve, ce serait de voler. Et il y a des associations comme la tienne qui peuvent
offrir cette possibilité-là, la peur retient des fois. Oui, tout à fait. Hein. Alors, je rassure tout le monde tout de suite. Quand vous allez venir pour faire votre baptême de l'air, les pilotes sont formés, ils sont testés, et donc on n'a aucun souci avec moi en tant que président d'association, je suis responsable, légalement parlant, du pilote que je charge de faire un baptême de l'air. Donc bien évidemment que je sais qu'il en est capable et qu'il n'y aura aucun souci. Et dans cette formation, on inclut aussi un petit volet psychologique, hein, dire voilà, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, enfin, il faut être vraiment rassurant, avoir ce ton, encore une fois, rassurant, tout au long de l'expérience, parce que c'est une expérience qui potentiellement peut être unique, parce que la personne, elle va pas accrocher, ça arrive, hein. Voilà, maintenant j'ai pas aimé, bon, ok. Et puis si c'est pas une expérience qui est unique, il faut justement qu'on arrive à créer ce désir ou à le renforcer chez la personne qui vient voler pour la première fois. Tu parlais d'aspect psychologique. On a parlé un peu hors antenne du fait de voler. Tu disais à un moment, il y a une notion d'humilité aussi à avoir lorsqu'on monte dans un planeur. Bien sûr. Malheureusement, l'actualité entre guillemets générale de l'aviation nous le rappelle très régulièrement. Quand il y a un crash, la Terre gagne. Donc il faut être très, très humble pour se rendre compte que voilà, là j'arrive à mes limites, je suis en vol, j'arrive à mes limites, je vais me poser. Si pour une raison ou pour une autre on dépasse cette limite qu'on s'est fixée, alors il y a plein de raisons qui font que, et c'est aussi dans la formation, eh bien on se met en danger. On met en danger éventuellement une autre personne. Alors c'est pas le cas normalement, parce que là j'ai débordé un petit peu des pilotes professionnels. Eux ont des textes réglementaires qu'ils doivent suivre, et notamment les pilotes de ligne. Donc voilà, le texte est là, j'ai pas le droit d'aller plus loin, je fais demi-tour, je vais me poser ailleurs. Le planeur, il y a des textes, mais c'est un petit peu différent, parce que il y a beaucoup de feeling. Voilà, il y a beaucoup de feeling dans cette sensation, enfin dans cette activité. Et très souvent, il y a beaucoup de pilotes professionnels qui font du planeur pour conserver ce pilotage pur qui est en lien avec l'aérologie. C'est un loisir, mais ça demande quand même beaucoup de rigueur. Une concentration, donc ça met à contribution exactement. Pas mal de choses. Ouais, alors exactement. Donc ça demande énormément de rigueur, donc d'humilité, on l'a déjà dit. On doit développer une capacité d'analyse. Donc, et on est toujours en train d'analyser. C'est-à-dire qu'on dit généralement qu'un pilote de planeur, chiffre discutable, mais un pilote de planeur prend une décision toutes les 7 secondes. Voilà. Donc, toutes les 7 secondes, on a analysé la situation. Ok, je vais faire ça. Et ça recommence. C'est un cycle. Voilà, infini, pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures. Donc, c'est très fatigant, psychologiquement, parce que ça demande une énorme concentration. Et puis, c'est même, j'irais même jusqu'à dire que c'est l'apprentissage de la vie. Alors l'apprentissage de la vie qui est fait par l'association, mais aussi qui est fait par le fait de voler, donc d'être seul, de prendre ses responsabilités, encore une fois à la rigueur, et tout ça à partir de 14 ans. On peut commencer à 14 ans. Donc moi je peux potentiellement, et c'est déjà arrivé, je peux lâcher un jeune, il fait son premier vol solo à 14 ans. Wow. Alors que le permis solo, c'est qu'à partir de 18 ans. Voilà, bientôt 17. Baisser, voilà. Bientôt 17. Mais voilà. Y a quand même une grande responsabilité là, de lâcher un jeune à 14 ans. Il y a aussi une confiance. Exactement. Alors, de toute façon, c'est une confiance qui s'établit entre l'instructeur et le stagiaire. Donc, généralement, l'instructeur, sent que ce moment approche, le stagiaire aussi, mais il n'est jamais certain, le stagiaire n'est jamais certain. Et puis à partir du moment où l'instructeur a dit « ok, c'est bon », là il y a quelque chose qui est essentiel dans cette relation qui est née, qui est souvent une relation non dite. C'est pas de l'abstrait, c'est de l'implicite. Voilà, c'est de l'implicite, merci. Et donc, au moment de lâcher, où le jeune va faire, alors quand je dis le jeune, ça peut être une personne de 60 ans. Bien sûr, en tout cas le jeune... Le stagiaire, on va dire, le stagiaire va faire son premier vol. Il y a une question qui est importante, c'est on va lui demander, est-ce que tu te sens prêt ? Oui, non. Voilà, s'il veut pas, il veut pas. Parce qu'il faut qu'il se sente prêt. On peut pas forcer quelqu'un, surtout que c'est pas comme une voiture, on va pas l'arrêter. Voilà, le planeur, il va être en vol, et puis ce qui va l'arrêter, c'est l'impact, entre guillemets, avec le sol.
Hein. Ça peut être un impact contrôlé, l'atterrissage, c'est mieux. Ou alors, ça peut être un impact un peu plus violent. Donc, il faut absolument, dans cet aspect psychologique, que le stagiaire soit prêt à partir seul. Est-ce qu'il y a des profils psychologiques qui sont un peu plus favorisés ou défavorisés de prime abord, ou est-ce que tout le monde part avec une ardoise vierge et on se dit bon, on va voir avec le temps comment on travaille? Ouais, alors c'est un peu une colle que tu me poses, mais je te dirais non, il n'y a pas de profil psychologique. Il va y avoir des gens qui apprennent plus ou moins vite. Malheureusement, je commence à vieillir tout doucement, mais malheureusement, quand on vieillit, on apprend moins vite. Hein, ça, c'est la nature, c'est comme ça. Donc, on a des jeunes qui apprennent extrêmement vite, qui vont prendre de la confiance assez rapidement. Et là, on revient à ce qu'on a dit avant. Quand ils prennent de la confiance, faut tout de suite les ramener les pieds sur terre. Ok, maintenant, tu te calmes. Voilà, on va y aller step by step, on n'est pas pressé. Ne pas aller à l'excès de confiance. Exactement, exactement. Les anciens, généralement, eux, ils seront pas dans l'excès de confiance. Hein, plus on vieillit, plus on prend des marges. Donc eux, il faut justement amener de la confiance, la développer. Voilà. Et voilà, pour revenir à ta question, non, il n'y a pas de profil psychologique particulier. C'est une question de technicité. Je dirais que c'est comme apprendre à conduire une voiture. On fait plusieurs choses à la fois. Il y en a qui passent le permis du premier coup, et puis il y en a, malheureusement, ils l'ont au bout de 5 ou 10 fois. Voilà. Toi, comment tu le sens? Parce que je vais revenir sur toutes tes fonctions, hein. Tu es aussi instructeur, formateur. Comment tu sens qu'un jeune ou qu'un moins jeune est prêt à aller faire son premier vol tout seul? Alors, premièrement, il y a les qualités techniques. Donc, qualité technique, c'est le pilotage en lui-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours faire un comparatif avec la voiture. Hein. Quelqu'un qui conduit une voiture, il y a donc la technicité. Donc, je sais passer les vitesses, je sais tourner le volant, voilà. On parle que de technicité. Donc ça, généralement, ça vient relativement vite. Quelles que soient les personnes, alors bon, c'est on va dire, entre 5 et 10 heures de vol, voilà, c'est acquis. Et puis, après, il y a toute la partie, on en a déjà parlé, psychologie, et surtout la partie analyse de la situation. Et il faut que, donc, nous, on ressent derrière cette capacité à évoluer seul en vol, à prendre les décisions, et à prendre les bonnes décisions, parce que parfois, il y a des mauvaises décisions. Donc là, on laisse faire, hein, puis boum, ah non, c'était pas bien, voilà, je te rattrape. Voilà. C'est comme en voiture, en fait. Hein. Et donc, si on fait le comparatif avec la voiture, c'est l'analyse de la situation autour de soi quand on circule. Donc, la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? La mise en clignotant, elle va déboîter à gauche, devant moi. Il y a un panneau qui dit que c'est limité, etc., etc. Et tout ça, ça implique des décisions qui sont, en fait, on s'en rend pas compte en voiture, mais on en prend, c'est pareil, on en prend toutes les 10 secondes de décision. Voilà, on analyse ce qui se passe. Donc, c'est la même chose. Sauf qu'il y a ce côté, je suis en vol, et puis je dois essayer de rester en vol, puisque j'ai pas de moteur. Et puis ensuite, quand on va plus loin, je dois essayer d'aller vers un objectif, c'est-à-dire de me déplacer avec le planeur et avec la force des éléments. C'est la force du soleil qui nous permet de rester en l'air. Alors ça c'est fascinant, on va développer encore longtemps. D'abord on va se permettre une petite pause musicale avec Kanye West et Lupe Fiasco qui, comme toi, rêvait de Touch the Sky sur RCN. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est en direct sur RCN 90.7, on vient d'écouter Kanye West et Lupe Fiasco, Touch the Sky sur un sample de Curtis Mayfield, Moving Up. Et on est avec Emmanuel Fournier, mon cher Manu, jeune retraité de l'armée, hein, président de l'association. N'insiste pas trop sur le fait retraité quand même. J'ai dit jeune. Je précise très très jeune retraité même. Oui, justement. Alors, mon cher Manu, donc dans cette association-là, pour les planeurs du Grand Nancy, tu as plusieurs casquettes, t'es instructeur, formateur, formateur d'instructeurs, examinateur, pilote remorqueur, enfin t'as toutes les qualifications sauf celle de mécanicien. Oui, exactement. Ouais, et pourquoi il manque celle-ci alors?
parce que j'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser, parce que c'est une lourde responsabilité. Et puis ça demande... alors bon, je suis bricoleur à la maison, mais c'est plutôt de la maçonnerie en ce moment. Là, ça demande un petit peu plus de doigté. Un planeur, c'est quelque chose qui est très fragile. Et il faut respecter un certain nombre de process pour justement procéder aux réparations. Alors, tu dis, un planeur, c'est fragile. Je pense que pour nos auditeurs, hein, tout le monde n'a pas forcément en tête les aspects techniques, ce à quoi ça ressemble, comment c'est composé. Est-ce que tu peux nous faire rêver un peu? Alors, rêver, je sais pas. Si vous voulez voir une photo, allez sur Internet, c'est très simple. Mais bon, un planeur, de toute façon, c'est un avion sans moteur hein, qui est optimisé pour glisser dans l'air. C'est vraiment glisser. Donc, on parle alors de finesse. Alors, la finesse, qu'est-ce que c'est? C'est la performance, on va dire, qui nous intéresse le plus dans un planeur. C'est sa capacité donc à glisser dans l'air. Pour un planeur qui fait 40 de finesse, à 1000 mètres d'altitude, il peut parcourir 40 km. Voilà, donc il faut vous imaginer que vous êtes à 1500 mètres au-dessus de Nancy. Vous glissez, vous pouvez aller jusqu'à Épinal ou jusqu'à Metz, par exemple. Voilà. Finalement, c'est un appareil écologique. Exactement. Voilà. Et donc, il est vraiment taillé pour cette glisse, comme le serait. On peut faire un petit comparatif avec les voiliers sur la mer, qui sont taillés pour aller vite, surtout les derniers qui sont sortis là, qui sont taillés pour aller vite sur la mer, pour glisser sur l'eau. Donc, faut pas qu'il y ait de résistance ou le moins possible. Voilà. Ça dépend des conditions météorologiques alors. Alors là non, je te parle que de performance pure. Ah, que seulement de la performance. Voilà, de performance pure. C'est-à-dire que il n'y a aucune ascendance. Comme aujourd'hui, par exemple, la météo d'aujourd'hui à Nancy, aucune ascendance. On monte le planeur à 1500 mètres d'altitude, il peut glisser jusqu'à Metz. Maximum. Ouais. Okay. Voilà. Alors il y a des planeurs qui sont plus performants, ils peuvent aller plus loin, il y en a qui sont moins performants, ça dépend des générations. On a deux générations qui sont, enfin on va dire deux générations de construction. On a des planeurs en bois à toile et on a des planeurs ce qu'on appelle plastique aujourd'hui. Alors le plastique c'est de la fibre de verre, fibre de carbone, etc. Donc forcément la dernière génération est plus performante. Voilà. Et plus facile aussi à piloter. Avec il y a des défauts de pilotage qui ont été lissés, qui ont disparu, ce qui permet de les mettre entre toutes les mains, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Alors, le planeur, il est composé de 4 grandes parties, hein, c'est ça On peut dire ça. Les ailes, oui. L'empennage horizontal, oui. L'empennage vertical oui. Et le fuselage. Et le fuselage, voilà, où on s'assied dedans. Voilà. Alors, donc c'est fait pour 1-2 personnes. Hein. Alors, planeur... Très classiquement, monoplace ou biplace. Les biplaces, généralement, servent pour l'école, mais peuvent servir aussi pour 2 pilotes confirmés pour prendre du plaisir. On a quelques rares exceptions de planeurs à 3 places, mais bon, en France, je ne sais même pas si on en a. Je ne vais pas l'affirmer à 100%, parce que je dirais peut-être une bêtise, mais bon, à ma connaissance, il n'y en a pas. Voilà. Et au niveau de l'association, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consistent vos missions, les valeurs que vous mettez en avant? Alors, 2 questions, mission, valeur. Donc la mission de l'association, nous sommes un organisme agréé par la DGAC, alors Direction Générale de l'Aviation Civile, pour former des pilotes de planeurs. Donc je rentre un petit peu dans l'administratif, on a 2 organismes de tutelle qui sont le ministère de la Jeunesse et des Sports, puisque c'est un sport. Alors, on se dit le planeur, c'est pas un sport. Je vous invite à venir passer une journée au club, à pousser les planeurs qui font jusqu'à 400 kilos, à les sortir, aller en bout de piste, aller les chercher, à rester en vol, etc., etc. Vous verrez qu'à la fin de la journée, vous cocherez vite, donc c'est un sport. Et puis, nous avons aussi le ministère des Transports, puisque c'est un moyen aérien. Donc, où on est soumis à une réglementation qui est quand même assez stricte. Donc j'en ai un petit peu parlé auparavant. Voilà, donc notre but, c'est de former des pilotes de planeurs. Mais c'est de le faire, surtout, c'est une association, donc c'est de le faire dans une approche de loisir. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Les gens viennent à l'aéroclub pour prendre du plaisir. Bien sûr, il y a ce côté rigueur à côté, on en a déjà parlé dans la première partie, qui nous impose instructeurs, parfois de mettre des limitations à certains pilotes. Voilà. Après, deuxième question, les valeurs, c'est des valeurs associatives, comme dans toutes les associations. Donc, il y a des bénévoles.
hein, il n'y a que des bénévoles d'ailleurs dans l'aéroclub Planeur Grand Nancy, qui gèrent l'administratif, qui gèrent les finances, qui gèrent, on en reviendra un petit peu dessus, hein, le côté technique, donc des mécaniciens agréés. Et puis, nous, tous les jours, cette équipe de bénévoles essaie de lancer, de lancer un mouvement pour déjà que tout le monde vienne pour s'amuser, que tout le monde participe. Donc ça, c'est un sport collectif. Hein, un planeur, il ne peut pas décoller tout seul. Il faut être 3 minimum. Quelqu'un dans le moyen de lancement, treuil ou avion, quelqu'un dans le planeur, bien sûr, et quelqu'un qui tient de l'aile. Donc, tu me disais que c'est un sport individuel qui se pratique collectivement. Exactement. Donc collectif, il faut être altruiste aussi, parce que souvent on fait passer l'intérêt, alors c'est pas l'intérêt de l'autre, mais c'est l'intérêt du club avant son intérêt. Et puis on en revient à ce qu'on disait, il faut être donc rigoureux, il faut être humble, il faut avoir envie d'échanger, il faut avoir envie de participer, enfin tout ce qui fait une association assez classique, hein, comme un club de foot, comme un club de basket, comme une radio, enfin voilà quoi. Et en termes d'infrastructure, d'outils, est-ce que tu peux nous décrire un peu les installations dont vous disposez, aussi, mettez à contribution des vidéos aussi, un simulateur aussi. Oui, tout à fait. Alors, donc, ça fait partie maintenant des outils de formation. Le simulateur, alors on s'est mis à la page. Je dois avouer qu'il y a 10 ans, quand ça a apparu, j'y croyais pas. Pourtant, je viens d'un milieu pilote de chasse où on a des simulateurs, hein, et j'y croyais pas trop pour le planeur. Les personnes qui ont travaillé sur les évolutions du simulateur ont fait un travail extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on est réellement sur quelque chose qui est réaliste. On a l'impression d'être en vol, et ça permet d'avancer assez rapidement sur beaucoup de points qui sont pas forcément faciles à faire en vol. Voilà. On l'a pratiqué au simulateur, on le refait en vol, on a gagné beaucoup de temps, et donc ça fait des économies d'argent. Hein. Moins on reste en l'air, moins on paie. Bon voilà. Hein. Ça fait partie du jeu aussi. Hein. Le but du jeu n'est pas de faire de l'argent entre guillemets, parce que l'association faut qu'elle vive aussi. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on soit dans le négatif, autrement ça marche pas. Mais le but du jeu n'est pas de faire un énorme profit. C'est pas une société capitalistique. Hein. C'est une association. Voilà. Donc on a un simulateur, on a la chance d'être hébergé dans des locaux qui appartiennent au Grand Nancy. Donc un centre assez vaste quand même, on a à peu près 3. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse Alors c'est au plateau de Malzéville. Donc l'adresse se situe à Saint-Max, hein, c'est 5430 Saint-Max, et c'est le chemin stratégique. Vous ne pouvez pas vous rater. Quand vous prenez la direction du plateau de Malzéville, l'antenne TDF, hein, que tout le monde voit. Qui nous est cher, hein, RCN. Voilà, exactement. Pour pouvoir diffuser. Hein. Voilà. Eh bien, c'est très simple. Vous arrivez sur le parking qui est juste à côté de l'antenne TDF. Vous avez 3 hangars. Un hangar qui abrite donc les ULM, hein, le club du ULM, de l'aéroclub Marie-Marvin. Et puis 2 autres hangars qui accueillent donc Planeur Grand Nancy. Donc avec ce qu'on appelle le centre, donc c'est un local où on peut faire donc le simulateur, l'entretien des planeurs, les cours, cuisine, etc., etc. Donc il fait à peu près 300 mètres carrés. Et à côté, on a un grand hangar qui abrite tous les planeurs. Donc 9 planeurs club, oui c'est ça de mémoire, 9 planeurs club. Et puis il y a 5 planeurs privés, donc qui appartiennent à des propriétaires privés. Sur votre site, on peut voir que les instructeurs, ils intègrent la théorie, une théorie issue d'un livre bleu. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, le livre bleu, je ne peux pas trop faire de pub, parce que voilà, tu connais, hein, tu sais comment ça se passe. Mais très, très bien. Le livre bleu a été écrit par un ancien pilote de ligne qui est à la retraite aujourd'hui, qui était très investi il est toujours d'ailleurs, dans le milieu du planeur, et qui mettait en avant toute la théorie et de l'apprentissage pour devenir pilote de planeur. Alors, ça part, comme tu l'as décrit tout à l'heure, hein, un planeur c'est fait comment ? Un fuselage, 2 ailes, une profondeur, une gouverne de direction. Ensuite, à l'intérieur, il y a tel instrument. Ensuite, la réglementation, c'est ça. Après, quand on va se promener sur la campagne, pour contacter un organisme en vol, il faut procéder de telle manière. Les nuages, c'est ça, etc. Il y a, voilà, toute la théorie. Le code de la route, entre guillemets.
Et puis maintenant, on a, encore une fois, hein, l'évolution faisant, hein, on a un e-learning qui a été créé par la Fédération française de volant planeur, donc qui est accessible en ligne pour tous nos jeunes, donc avec cette théorie aussi. Alors, de mon point de vue, les deux sont complémentaires. Voilà, donc c'est important, je pense, Les jeunes n'aiment pas les bouquins, je suis d'accord. Moi, je suis pas super fanat de tout e-learning, donc il faut trouver un juste milieu. Mais franchement, quand on passe le code de la route, hein, le théorique planeur, eh bien, les deux instruments sont complémentaires. Il y a aussi l'importance des débriefings après chaque vol. En quoi c'est fondamental pour vous ? C'est fondamental parce que ça ancre les connaissances. C'est-à-dire que quand donc déjà, on met on met l'accent sur le bien, le pas bien, donc ce qui a été bien réalisé, ce qui n'a pas été bien réalisé. Et puis, dans la foulée, on conclut en disant, voilà, il faut retenir tel point, et la prochaine fois, on va travailler sur tel autre point. Et donc ça, donc on est toujours bien sûr dans la bienveillance. Hein, même si potentiellement les pilotes qui viennent être formés à l'aéroclub peuvent devenir professionnels, pour le moment, c'est que de l'associatif. Donc, on est toujours dans cette bienveillance qui dit voilà, ça ira mieux, ça c'était pas terrible, mais il y avait quand même des points positifs, etc. etc. Il y a quelques jeunes qui viennent actuellement, qui se destinent à une carrière professionnelle. Donc moi, je suis issu du milieu professionnel. Je leur ai mis une petite pression différente. Je leur ai dit voilà, là c'est sympa. Aujourd'hui, on va bosser comme si on était en escadron ou en compagnie. C'est pas tout à fait la même chose parce que il y a une pression de transport de passagers, une pression de réalisation de mission. En termes de flotte, comment vous êtes ? Est-ce que, j'ai vu des noms K13, K21, SF28. Alors, c'est pas des films de science-fiction, ça veut dire quoi tout ça ? C'est les noms qui sont donnés par les constructeurs. Donc actuellement, il y a trois principaux constructeurs de planeurs dans le monde. Donc il y en a 2 qui sont allemands, et puis il y en a un qui est en Afrique du Sud. Donc il y en a quand même d'autres, Lituanie et autres, mais c'est les 3 principaux. Et donc simplement, les ASK21 et ASK13 viennent de constructeurs d'un constructeur qui s'appelle Schleicher. Voilà. Et donc le K13 était, je crois que c'était son 13e prototype, ainsi de suite. C'est comme quand on découvre une voiture pour la première fois, hein, voilà, après on s'y fait vite. Donc au début, tous les planeurs se ressemblent, c'est normal. Et puis ensuite, on voit tous les petits détails. Mais comment ils sont utilisés justement ces différents types de planeurs dans la formation ? Alors, biplace quasiment tout le temps en école. Donc on a 3 planeurs de début. Voilà. On a un planeur biplace de performance qui peut potentiellement faire de l'école, mais c'est surtout de la performance. Donc les gens vont faire des circuits de 300-400 km avec. Et puis ensuite, on a mis en place un genre d'échelle de valeur sur les planeurs monoplaces. Donc on a un planeur qui est assez facile à piloter, très résistant, planeur de lâcher. Les planeurs qui suivent sont ils sont assez faciles aussi, mais un petit peu moins résistants, mais plus performants. Et donc, quand les jeunes pilotes se sont fait la main sur le planeur très résistant, on passe au planeur suivant et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a une évolution, une gradation en fait qui se fait en fonction de l'aisance du pilote. Voilà, tout est basé sur la compétence parce que encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, un jeune apprend très vite, un ancien apprend moins vite. Donc très souvent les anciens sont dépassés par les jeunes, mais c'est une notion de compétence. Et c'est pas pour ça qu'on peut pas redescendre. Hein. S'il y a une bêtise qui est faite, on repasse avec un instructeur. Et pour apprendre, vous dites que le mieux, je dis vous parce que c'est sur le site, le mieux ce sont les stages d'immersion. Oui. En quoi c'est le meilleur moyen d'apprendre ça ? Il n'y a pas de coupure. Voilà. Si on vient juste le week-end, on se dit tiens, je reviens le week-end prochain, puis le week-end prochain dans la semaine, il y a maman qui arrive, donc finalement on n'est pas là, donc on n'est pas là pendant 15 jours, 3 semaines. Imaginez-vous, quand vous prenez des cours de conduite, prendre un cours de conduite toutes les 3 semaines. On recommence entre guillemets à 0 à chaque fois. Parce qu'on oublie. Exactement. Donc le stage, la semaine bloquée ou les 2 semaines bloquées sont extrêmement efficaces parce que le matin on a des cours théoriques, on est encadré par les instructeurs et puis on vole tous les jours. Et donc là, on parlait d'ancrage de connaissances, de savoir-faire. Et bien tous les jours, ce qu'on a fait la veille, on le revoit le lendemain et là, voilà, ça s'ancre définitivement, voilà, pour avancer beaucoup plus rapidement.
Je disais tout à l'heure, toi, tu as un peu plusieurs... Enfin, un peu, non, pas un peu. Tu as plusieurs casquettes, hein, tout simplement. Instructeur, formateur, etc. Et on parlait de ce poste de mécanique. Oui. Comment ça fonctionne au niveau de l'atelier, particulièrement pendant la période hivernale que nous traversons? Comment vous gérez? Alors, il y a 2 mécaniciens agréés qui ont passé une qualification au Centre national de vol à voile, que je salue s'ils m'écoutent, hein, puisqu'ils sont au courant, donc Gilbert et Christian. On les salue. Voilà. Qui sont 2 personnes quand même extraordinaires, il faut le dire, parce qu'ils donnent beaucoup, qui sont aidés aussi très souvent en semaine par donc 2 personnes qui sont très souvent là, c'est Vincent et Jean. Voilà, donc que je salue également. Donc en fait, cette qualification de mécanicien est extrêmement importante parce que ils doivent suivre des textes très rigoureux sur l'entretien et sur les réparations des machines, avec un savoir-faire qui est très précis sur de la résine. Alors la résine, c'est au gramme près, hein, quand on fait de la résine. Si on n'a pas mis le bon dosage, voilà, le bon dosage, et ben la résine elle est pas bonne, faut tout recommencer, donc on peut pas la mettre sur le planeur, etc., etc. Donc c'est pareil, démonter, remonter, enfin c'est des pièces qui sont assez, un petit peu techniques quand même, hein. Et donc c'est d'une grande importance parce que quand le planeur est passé en entretien pendant l'hiver, eh bien il subit chaque année un contrôle technique. Donc en début de saison, un inspecteur vient, regarde tout l'administratif, bon on commence par là, et puis ensuite va voir le planeur, ok, pas de souci particulier, c'est signé, et le planeur est bon pendant 1 an. Et donc, j'en reviens à ce qu'on disait, tu parlais tout à l'heure de la responsabilité de lâcher pour la première fois quelqu'un pour son vol solo. Et bien cette responsabilité de remettre en service un planeur, elle est aussi extrêmement importante. Ah bah j'allais te demander justement, c'est quoi les compétences nécessaires, hein, pour faire partie de cet atelier, pour réparer les machines? Ben encore une fois, c'est de la rigueur. Voilà, c'est de la rigueur, c'est de l'altruisme parce qu'on bosse pour les autres, c'est de l'engagement associatif, hein. Nous sommes là pour faire tourner une association, oui, j'en profite un petit peu, il faut être réaliste, mais je pense que tous nos adhérents en profitent plus que moi j'en profite en tant que président, ou alors que Gilbert et Christian en tant que mécanicien par exemple. Voilà. Comment on lance un planeur une fois qu'il est sorti de l'atelier avec le contrôle technique de Gilbert et Christian? Comment on le lance, le planeur? Alors il y a 3 moyens, enfin il y en a même 4 qui existent, mais bon, nous on en utilise 2 prioritairement. Donc il y a le classique qui existe depuis le début de l'aéronautique, hein, c'est le remorquage. Remorquage, c'est quoi? C'est un avion qui est devant nous, on est accroché par un câble, et puis l'avion nous fait décoller, voilà, et puis il nous amène sous le cumulus. Alors les cumulus, c'est les beaux nuages que vous voyez l'été, vous savez, les nuages cotonneux. Les moutons, comme voilà, disent exactement. les enfants. Et donc là-dessous, normalement, il y a une ascendance. Donc l'avion nous emmène en dessous, et nous, on a une poignée qui nous permet d'ouvrir le crochet dans le planeur, hop, et on est largué, et puis on peut continuer le vol. Et le deuxième, celui qu'on utilise prioritairement, donc le second moyen, c'est le treuil. Donc on a un treuil, et ça, le treuil, c'est le principe du cerf-volant. Alors c'est un câble qui fait en gros 900 mm de long, qui est tendu au sol. On accroche le planeur aussi, et puis le câble s'enroule très très vite. Donc vous voyez, quand on pilote un cerf-volant avec le vent, eh ben plus il y a de vent, plus c'est résistant, plus il peut monter haut, etc., etc. C'est le même principe. Sauf que le vent est simulé, enfin pas simulé, le vent est créé par l'enroulement du câble sur une grosse bobine. Et donc ça nous amène à peu près à 300 mètres sol. Donc au-dessus du plateau, là, puis ensuite on essaie de trouver une ascendance et puis de décoller. Voilà. Donc là on a parlé du vol. Ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est l'intérieur. Moi personnellement, je suis jamais monté dans un cockpit. Qu'est-ce qu'on trouve? Tu pourrais pas, t'es beaucoup trop grand. Oh là là. Non, ça va, tu arriveras. Là, il vient de briser un rêve d'enfance en quelques secondes. Non. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les instruments qui sont présents et comment on les utilise, s'il te plaît? Alors un planeur, c'est très simple, hein. Encore une fois, il n'y a pas de moteur, donc les instruments basiques sont limités au minimum. Il y a un indicateur de vitesse, il y a un altimètre, l'altitude, et il y a ce qu'on appelle un variomètre. Le variomètre, c'est ce qui nous donne le taux de montée ou de chute du planeur. Voilà, c'est là
on sait, c'est l'instrument principal, on sait si on monte ou si on descend. Après, bon, il y a une radio parce que c'est quasiment obligé aujourd'hui, dans un planeur, quelques autres instruments, etc. Mais voilà, on a parlé des 3 instruments vraiment principaux. Donc, tableau de bord très simple, et voilà, facile à suivre, et pas de souci. En fait, je reviens dessus, mais piloter un planeur, c'est être en connexion avec ce qui est à l'intérieur. Donc, ça se fait pas au travers des instruments. Ça se fait en regardant dehors. Voilà, ça, c'est très important. Et en regardant tout le temps dehors. Enfin, tout le temps, quasiment tout le temps dehors. Voilà. Puis après, c'est un pilotage, c'est des sensations, en fait. Et les sensations, est-ce qu'on les ressent mieux la nuit? Est-ce que c'est plus beau ou alors est-ce qu'il faut faire... Alors, on peut pas voler en planeur de nuit. Ah, voilà. Donc là, c'est... C'est verboten. Pour ceux qui parlent turc. Voilà. Alors, mon cher Manu, encore un rêve qui s'envole, hein, sans mauvais jeu de mots. Et ça nous fait la transition parfaite vers le morceau que tu as choisi. Tu vas nous expliquer pourquoi. C'est le morceau de Calogero qui s'appelle Voler de nuit. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Toujours en direct sur RCN 90.7. Aujourd'hui, on parle de planeur avec mon invité Emmanuel Fournier, qui est président de l'association des planeurs Grand Nancy. Emmanuel, c'était un choix de ta part. Pourquoi ce morceau de Calogero, Voler de nuit? Eh bien, ça me rappelle beaucoup de souvenirs à chaque fois que je l'écoute, d'images que j'ai eu la chance de voir quand j'étais en vol dans mon avion. Notamment de nuit, par exemple l'image de la côte méditerranéenne avec Marseille qui ressort tout illuminé. Enfin, ce sont des images à droite à gauche qui remontent et qui correspondent tout à fait à la réalité. Vous voyez les images du clip, c'est exactement ça. Voilà. Alors donc, je vous incite à aller voir le clip de Calogero, Voler de nuit. Tout à l'heure, en début d'émission, tu nous disais que tu as fait ton baptême de l'air en planeur à 14 ans. Quels sont les souvenirs qui te restent de ton premier vol? Joker. Alors même ton premier vol plus tard. Non, en fait, j'en ai pas beaucoup en fait de ce premier vol parce que j'en ai tellement fait derrière que moi ça a conforté mon idée, c'est-à-dire que j'en étais déjà persuadé, mais je vais faire ça. Et puis j'aime pas trop ce terme, mais ça me permettait de mettre en place, entre guillemets, un plan de carrière, façon de parler, c'est-à-dire je fais pilote de planeur, ensuite je rentre dans l'armée, et puis j'essaierai de devenir pilote de chasse. Voilà. Mais aujourd'hui, avec le recul, et puis l'évolution sociétale, on est en pleine connexion avec la nature. Encore une fois, c'est 0,5 litres de gazole pour faire 6 heures de vol. Donc, pendant 6 heures, on utilise juste l'énergie solaire qui chauffe le sol. Donc, en fait, on a des colonnes d'air chaud qui montent et puis on tourne à l'intérieur. Et c'est ça qui est le plus magique aujourd'hui. Voilà. J'ai eu la chance, encore une fois, d'être pilote, mais maintenant c'est derrière, on passe à autre chose. Et ce qui est sûr, c'est que devenir pilote de planeur, pour tous les jeunes qui veulent le faire, devenir pilote de planeur, ça vous ouvrira les portes à tout type d'aéronef. Hélicoptère, c'est tout compris, vous saurez tout piloter. Parce que vous êtes soumis à la même législation que les Boeing. Ah oui, voilà, en gros. Alors bien sûr, il n'y a pas de moteur, etc. Mais c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile qui édicte sa réglementation. Cette réglementation vient de l'AESA, c'est-à-dire l'Agence européenne. Donc voilà, c'est strictement la même réglementation. Quel est le vol le plus marquant de ta carrière? En planeur ou en chasseur? Alors, un de chaque. Alors, en chasseur, c'est juste un vol. On a fait 7h30 de vol. Donc, 3 ravitaillements. On est allé à Djibouti. Et donc là, tu suis tu suis la côte italienne. Tu vois l'Etna en éruption. Je me suis dit, tiens, c'est assez sympa. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on était au-dessus de l'Égypte. Donc, tu t'imagines, il n'y a rien. Voilà. Et puis là, tu vois une route au loin, une grande ligne droite là, tracée dans le désert. Là, tu dis, donc, s'il y a quelqu'un ici, et là, il y a un reflet de pare-brise. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais pendant des centaines de kilomètres, quoi. Je sais pas où il va, mais il y va. Et donc ça m'a marqué quand même. Est-ce que c'est quelqu'un qui est perdu? Voilà, exactement. Et en planeur, il y a 2 ans, j'ai fait un vol. Donc j'étais au Centre national de vol à voile en tant qu'instructeur. J'ai fait un vol avec un pilote étranger. On est allé jusqu'en Suisse. Et là, si ça vous intéresse, vous regardez le Grand Combin,
Donc c'est un massif, un grand glacier qui est en Suisse, qui culmine à peu près à 4000 mètres. Et puis on arrive en dessous, 300-400 mètres en dessous, et là, à côté du massif qui est énorme, et ben, je vois en dessous du nuage un parapentiste perdu au milieu de la Suisse. Et là je dis, lui, il a du courage. Parce que toi, tu es dans ton cockpit, il n'y a pas grand-chose, mais tu peux t'en aller relativement vite. En parapente, quand on connaît un petit peu, c'est pas la même chose. Ça doit être quelqu'un d'aguerri. Ah oui, je pense, je pense, parce que là, moi, je le félicite, je ne l'ai jamais rencontré, mais je dis chapeau, quoi. De loin, je pense qu'il a dû entendre tes félicitations. On parlait tout à l'heure de vol, de brevet. Est-ce qu'après l'obtention du brevet, il y a des qualifications supplémentaires à acquérir Alors, il y a des qualifications, donc on peut se former sur la campagne, donc pour faire des vols, j'en ai déjà parlé, 300, 400, 500 km. On peut aussi devenir pilote de voltige, on peut faire de la voltige en planeur. Donc voilà, boucle, tonneau, etc. Ensuite, après, c'est instructeur. Donc qualification instructeur. Et puis si on continue, formateur d'instructeur, examinateur d'instructeur, enfin bon, voilà, il y a toujours des choses à faire de toute façon. C'est une perpétuelle remise en question. Voilà, chaque vol, chaque journée, etc., c'est une perpétuelle remise en question. C'est ça qui est génial. Quel conseil tu pourrais donner aux novices ou alors même aux auditeurs et auditrices qui n'ont pas encore franchi le pas et qui seraient intéressés par ton témoignage aujourd'hui? Venez nous voir au club. Et puis, il y a une ribambelle de personnes de tout âge qui maintenant sont très heureux là depuis un petit moment d'ailleurs, sont très heureux de venir et je pense qu'ils seront très heureux de faire partager leur passion. Chaque année, on a une sorte de journée porte ouverte où là venez nombreux aussi découvrir et puis tenter une expérience baptême de l'air en plein air. Ce qu'on voit sur votre site, c'est qu'il y a un blog, c'est assez bien fait. Ouais. Il y a un aspect familial. Vous terminez souvent par des goûters, des petits cafés. Alors, tu crois pas si bien dire. Depuis quelques temps, c'est devenu une petite entreprise familiale, entre guillemets. Non, mais on avait un groupe de jeunes dont je faisais partie il y a 25 ans, même 30 ans, puisque ça fait 30 ans, qui avait commencé le planeur. Et depuis 2 ans, tout ce groupe s'est reformé. Mais maintenant, il y a 5 papas. Donc quand il y a un enfant qui dit papa, les 5 se retournent, ils disent oui, non, c'est pour lui. Voilà. Bon, c'est la petite anecdote, mais le but et ça c'est encore plus difficile parce que moi j'ai ma fille qui fait du planeur, donc il a fallu que je sois très rigoureux, ne pas lui laisser davantage. J'ai même été plus dur avec elle, je pense, elle le sait. Mais ça c'est si elle nous écoute, non, elle est en examen à la fac, donc en podcast alors, en rediffusion. Mais ça c'est très difficile de faire la part des choses. Voilà. Moi c'était c'était un jour magnifique, mais très difficile de la voir partir en solo. Justement, j'allais te demander qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on fait faire à un pilote son premier vol solo et plus particulièrement quand il s'agit de sa propre fille. Alors c'est pas moi qui l'ai lâché parce que je voulais pas. C'est un très bon ami. Quand on lâche pour la première fois un jeune, malheureusement, on a toujours ce doute. Est-ce que j'ai bien fait? Voilà. Donc la phase la plus délicate, c'est le décollage au treuil. Une fois que le décollage au treuil, normalement, est passé, voilà, je suis serein. Mais j'ai toujours ce petit doute là, c'est ces 5 premières secondes du vol où j'espère que le pilote ne va pas se rater. Voilà. Et puis après, on revient dessus, mais c'est une grosse responsabilité, parce que tout ce qui s'enchaîne derrière, quand il y a un accident, on en a parlé, malheureusement, si le planeur se crache, la personne peut en réchapper, mais très souvent, il y a des séquelles graves. Alors, quels sont les événements à venir, les perspectives pour 2024? Eh bien, 2024, on va avoir donc reprise de l'activité à partir, l'activité vol, parce qu'en ce moment, les planeurs sont dans l'atelier, en train d'être révisés, etc. Donc, reprise de l'activité vol dès les beaux jours, on va dire mi-février, début mars. L'année dernière, ça avait commencé tard, puisqu'il y a plus tout le mois de mars, donc très difficile. Et puis ensuite, on aura, comme chaque année, une journée porte ouverte là, qui a lieu généralement mi-juin. Voilà, alors la date n'est pas encore définie. Et puis, on devra avoir aussi stage peut-être dans les Alpes. Donc, on emmène quelques planeurs avec plusieurs pilotes. Donc ça, c'est intéressant, ça nous sort un peu du cadre.
Et au mois d'août, si tout se passe bien, on devra avoir encore donc un stage de 15 jours. Donc tu en parlais tout à l'heure, où là, voilà, on axe l'effort sur l'école de base pour que les pilotes puissent ancrer leurs connaissances rapidement. Donc ça, c'est le fameux stage découverte. Exactement. Qu'on mentionnait tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous êtes en ce moment en recherche de personnel, de bénévoles. Vous recrutez aussi des services civiques. Alors, les bénévoles sont toujours les bienvenus. On est malheureusement, je pense que tu le vois à ton niveau aussi, puisque je connais ton engagement, les bénévoles sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc, venez si ça vous intéresse, faire des entretiens, la mécanique, il y a plein de choses à faire. On est tous multitâches. Et puis, oui, on a aussi la possibilité d'embaucher un service civique avec donc le conseil départemental. Ça, c'est intéressant parce que ça peut vous donner une expérience dans un milieu aéronautique. Un milieu aéronautique, même s'il est associatif, et bien encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, on est soumis aux mêmes lois que les Boeing et Airbus. Donc, je pense que sur le CV, ça peut être intéressant. Et un mot de la fin, Manu, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au titre du club et même toi à titre individuel pour cette année? Moi, je suis là pour le club, donc de belles journées de vol, voilà, avec des gens qui se font plaisir et surtout dans la plus grande sécurité. Très bien, merci beaucoup. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Et on va terminer encore dans les airs avec B.O.B. avec Airplanes. À la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org